Alors bonjour, bienvenue à nouveau à Garon.tv. Alors nous sommes à nouveau avec Mme Marie-Monique Robin, l'auteure de Le Roundup face à ses juges. Madame Robin, vous avez mentionné que vous avez eu l'occasion de voyager beaucoup, parcourir le monde, examiner la situation autour de ces grands enjeux-là de santé publique liés à l'agriculture dans différentes juridictions. Les gouvernements un peu partout sur la planète commencent à réagir, mais de façon différente. Alors, pouvez-vous nous en dire un mot? L'attitude des Européens, l'attitude des Canadiens, des Américains, qu'est-ce qui se passe sur ce plan-là? Alors, pour ce qui est du glyphosate, cet herbicide est l'objet de grands débats, en tout cas en Europe. Et normalement, les autorités européennes auraient dû prolonger son autorisation de mise sur le marché de 15 ans, mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de scientifiques indépendants qui sont montés au créneau, c'est très rare, il faut le souligner, hein, qui ont écrit aux autorités européennes en dénonçant tout le processus d'évaluation de cette molécule, en dénonçant les conflits d'intérêts qui font que les experts qui sont censés protéger la santé des citoyens, bien, en fait, travaillent surtout pour protéger les intérêts des multinationales comme Monsanto, n'est-ce pas? Les citoyens sont mobilisés. Et les journalistes aussi, comme le journal Le Monde, qui est un journal très sérieux dans mon pays. Et le résultat, c'est qu'au final, après un marathon qui a duré 2 ans, l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate a été prolongée de 5 ans. Et la France, de son côté, a dit, nous, en France, nous sortirons du glyphosate dans les 3 ans qui vont venir. Voilà. Est-ce que ces décisions-là courageuses sont accompagnées de mesures de transition? Est-ce que le fardeau n'est pas remis à ce moment-là aux producteurs? Voilà, donc ça c'est une très bonne question et je dois dire, pour être très franche avec vous, que nous demandons au gouvernement français d'être très concret et très précis, exactement dans les termes que vous venez de dire. C'est-à-dire, ok, on interdit parce que c'est une molécule chimique très dangereuse pour l'environnement et pour la santé, mais qu'est-ce qu'on fait pour soutenir ces agriculteurs qui veulent changer de modèle et qui sont très nombreux, hein. Alors, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France, c'est pas rien, c'est un énorme malaise, hein. Des problèmes de revenus, des problèmes de santé, des problèmes d'inquiétude pour l'avenir, des problèmes de rendement qui sont de plus en plus aléatoires, de sols qui s'épuisent. Donc il y a une volonté, il y a un désir en tout cas d'un certain nombre d'agriculteurs de changer. Sauf qu'on ne change pas tout seul. Et la question c'est exactement qu'est-ce qu'on fait pour les soutenir. Maintenant vous parlez de l'Europe, mais le Canada semble... Alors le Canada... oui, je crois qu'on peut le dire, oui. L'année dernière, donc, le Canada a décidé de prolonger pour 15 ans l'autorisation de mise sur le marché ce qui était l'approche européenne à l'origine. Voilà. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas lu les mêmes dossiers, peut-être que les citoyens n'ont pas... Enfin, vous voyez, il faut essayer de comprendre pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que quand on se plonge sur le site de Santé Canada, par exemple, on est impressionné par... le peu d'informations qu'il y a pour justifier cette décision. Voilà. Hein. Donc il y a peut-être des études qu'ils n'ont pas vues ou qui n'ont pas, qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas... Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a un recours qui a été déposé pour faire en sorte que cette décision soit revue, en tenant compte du fait qu'en Europe, entre ce que nous sommes, la décision européenne est intervenue après la canadienne, n'est-ce pas? Eh bien, il avait été décidé de ne réautoriser ce glyphosate que pour 5 ans, en tenant compte du fait que des informations nouvelles sont apparues dont devrait tenir compte le Canada, comme les fameux Monsanto Papers, donc ces documents déclassifiés internes, des courriels internes de la firme, etc., qui montrent qu'elle manipule, qu'elle ment, qu'elle triche, enfin, etc. C'est quand même important d'en tenir compte, n'est-ce pas? Et donc, voilà pour ce qui est du Canada. Il faut savoir qu'il y a 2 pays au monde qui ont interdit définitivement les herbicides à base de glyphosate. Le premier, j'y suis allé, c'est le Sri Lanka, où environ 30 000 producteurs de riz sont morts d'une maladie rénale très grave qui est due à l'utilisation du Roundup. Dans un contexte géographique particulier, hein, parce qu'il faut quand même l'expliquer, c'est une zone où l'eau des nappes phréatiques est très dure, donc elle contient naturellement beaucoup de magnésium et de calcium, et comme ce glyphosate est un chélateur de métaux, eh bien, il a séquestré ces métaux qui sont naturellement présents dans l'eau, ainsi que tous les métaux lourds issus des résidus de pesticides et d'engrais. Des grands dommages à la santé. Voilà, et donc du coup, les agriculteurs buvaient l'eau de leur puits et ils buvaient une eau où il y avait donc un glyphosate qui avait séquestré tous ces métaux lourds et était donc devenu former un complexe extrêmement néphrotoxique, c'est-à-dire très toxique pour les reins. Face au gouvernement des différents États,
le rapport de force entre les tenants d'une approche plus écologique et la puissance qu'est Monsanto maintenant, qui, je pense, qui Bayer, qui est devenu encore une entité beaucoup plus puissante. Ce rapport de force-là n'est pas un peu déséquilibré. C'est pas ça qui fait que les gouvernements sont un peu timides? Alors, l'allemand Bayer, qui est un autre producteur de produits chimiques, célèbre par exemple pour les néonicotinoïdes, vous savez, ces insecticides tueurs d'abeilles, comme on dit, hein, eh bien, qui sont interdits en Europe maintenant d'ailleurs, eh bien, a fait une proposition pour racheter Monsanto à une somme très importante, parce que c'est 59 milliards d'euros, alors c'est plus de 60 milliards de dollars, hein, mais ce n'est pas encore confirmé. Okay. Il faut que la Commission européenne se prononce sur le risque que pourrait constituer ce que certains journalistes, dont moi-même, ont appelé le mariage des affreux, qu'il pourrait y avoir un risque de constitution de monopole. Et c'est la même chose aux États-Unis, où la loi antitrust est en train, enfin, la commission chargée de la loi antitrust est en train d'examiner si ce mariage ne pourrait pas constituer un danger pour. Alors, la question qu'on se pose, un certain nombre de personnes qui suivent ces dossiers de très près, dont je fais partie, c'est que si c'est confirmé, si Bayer absorbe Monsanto, parce que c'est dans ce sens-là que ça va se passer, Monsanto va disparaître. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de Monsanto pour échapper à toutes les poursuites judiciaires qui sont actuellement en cours, dont ce méga procès fait par 3500 agriculteurs américains qui sont donc malades et qui ont un cancer du sang et qui ont porté plainte contre Monsanto? Donc ça, c'est une question que nous avons posée à la Commission européenne. Il y a un aspect que j'allais aborder avec vous. Comment se comportent les grandes associations agricoles, les grands syndicats, qui sont peut-être aussi confrontés entre la rentabilité des entreprises agricoles, les pratiques de leurs membres qui utilisent ces produits-là et les risques connus ou supposés pour la santé de ces mêmes personnes. En Europe, entre autres, comment les syndicats agricoles réagissent-ils? Alors, vous savez, la situation en France est différente de celle du Québec. Nous avons plusieurs syndicats agricoles en France, il y en a 3 principaux. Le premier et le plus important, c'est la FNSEA, Fédération nationale des syndicats de l'agriculture. Qui, pour être très franche, parce que je les connais très bien, mon père en a fait partie très longtemps, et sont très proches des coopératives agricoles qui vendent des produits chimiques, qui vivent de la vente des produits chimiques, soyons très clairs. Hein. Donc ils ont un discours de déni, toujours aujourd'hui, en tout cas leurs dirigeants, parce que ce n'est pas la même chose quand vous adressez à des agriculteurs qui sont membres de ce syndicat, mais ils n'ont pas un discours politique comme c'est le cas des cadres, n'est-ce pas? Les cadres continuent de nier l'évidence, c'est-à-dire que les produits chimiques utilisés dans les champs tuent, rendent malades les agriculteurs. Il faut savoir qu'en France, il y a 2 maladies qui ont été reconnues comme des maladies professionnelles, hein, agricoles. La première, c'est la maladie de Parkinson, et la deuxième, c'est le lymphome, qui est donc un cancer du système sanguin. Et donc, si vous êtes agriculteur et que vous avez utilisé des pesticides dans vos champs, et particulièrement du Roundup, et que vous avez l'une de ces 2 maladies, vous êtes déclaré en maladie professionnelle, ce qui évidemment vous aide beaucoup à vous soigner parce que tout est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc ça, c'est très important. Et bien, même dans ce cas, la FNSEA, qui siège dans les commissions, qui décide de quelles sont les maladies qui vont rentrer dans le tableau des maladies professionnelles, elle s'est opposée à l'inscription de ces maladies. Vous vous rendez compte? Donc moi, j'ai dit à plusieurs reprises, y compris au Sénat, où j'étais interrogée récemment, j'ai dit que je ne connaissais pas beaucoup de syndicats qui organisaient la disparition de ses membres, comme c'est le cas de la FNSEA. Mais à ce moment-là, Mme Robin... Alors, il y en a un autre syndicat, qui s'appelle la Confédération paysanne, qui est plus petit, mais qui est maintenant très sensibilisé à ces questions. Et qui n'a pas cette langue de bois, qui reconnaît qu'il y a des problèmes avec les pesticides, qu'il faut protéger les agriculteurs et leurs familles, et les riverains et les consommateurs, et qui prône une agriculture plus familiale, qui soit véritablement une agriculture paysanne, nourricière, vous voyez? Oui. Parce que, vous savez, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans le monde qui souffrent du fait qu'ils sont devenus des espèces d'exécutants qui remplissent des contrats faits avec des multinationales et qui sont montrés du doigt parce qu'ils ne font plus que du soja et qui mange du soja? Qui mange du soja arrosé de Roundup? C'est les élevages, c'est les animaux, des élevages industriels. C'est pas très gratifiant hein, quand on est vraiment un agriculteur et qu'on aime son métier. Quelle est votre vision de l'avenir? Il y a un procès qui va s'inscrire ou qui est en cours ou qui va s'inscrire? Non, le procès donc... dont je parle dans ce livre, c'était un tribunal qui a été organisé par des personnalités de la société civile internationale et dans lequel ont siégé de vrais juges
qui ont entendu des vrais témoins et des vraies victimes, et des vrais experts, et qui ont rendu ce qu'on appelle un avis juridique d'autorité. Parce que, pourquoi ce tribunal? Parce qu'en fait, moi qui ai fait le tour du monde, je peux vous dire que partout dans le monde, il y a des gens qui se plaignent du Roundup, n'est-ce pas? Ou en tout cas qui se disent, il y a peut-être un lien avec ce produit que je passe dans mes champs et la maladie que j'ai, par exemple. Il y a plein d'exemples dans ce livre, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, 3500 agriculteurs qui disaient peut-être que j'ai un lymphome non-Hodgkinien, c'est peut-être parce que j'ai passé du Roundup dans mes champs. Donc, mais ces gens-là n'ont pas accès à la justice, c'est très difficile, vous savez, de faire un procès contre Monsanto. Ils peuvent dépenser des fortunes colossales pour vous empêcher de faire un procès. C'est l'opinion publique. Comme ils font un procès dans les champs du Québec. C'est un peu ce que vous faites, dans le fond, qui peut amener une prise de conscience et un renversement. Oui. C'est ce que j'espère, c'est pourquoi j'ai fait ce livre et ce film d'ailleurs qui va être diffusé en avril sur la RDI, n'est-ce pas, ça s'appelle? Oui, bien sûr. Oui, oui. Et je l'espère parce que je pense qu'il faut d'abord faire le constat, le plus objectivement possible, mais en pensant à l'avenir. D'accord. Pour se dire quelles sont les solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions, les alternatives, on les a. Encore une fois, les appliquer. Il faut les appliquer. Volonté politique. Et il faut arriver à faire en sorte que les consommateurs et les agriculteurs travaillent ensemble pour cette agriculture durable dont on a absolument besoin. On n'arrivera pas à faire cette révolution, parce que c'est une vraie révolution dont on parle, même si elle ne se fait pas comme ça. D'accord. Mais... Écoutez, Mme Robin, je vous remercie beaucoup. L'Institut Jean Garon cherche justement à susciter des débats dans l'opinion publique, consommateurs, agriculteurs, sur ces grands enjeux-là. Et certainement que la santé publique, la santé des agriculteurs et des consommateurs est un de ces grands enjeux-là. Vous nous aidez beaucoup à alimenter ce débat-là. Je vous remercie.